Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Professeur, donc Christian Perronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, professeur des universités, praticien hospitalier. Vous avez été chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Pendant 15 ans, l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements, ex-président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique et ex-vice-président à l'Organisation mondiale de la santé du groupe ETA, European Advisory Group of Experts on Immunization, et groupe d'experts conseillant la politique vaccinale dans la région Euro et l'OMS. Et vous publiez les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu aux éditions Albin Michel. Bienvenue. Merci beaucoup. Et comme nous avons question à tout, nous recevons avec plaisir, nous l'avons déjà reçu, le professeur Christian Perronne. Bonjour. Et effectivement, on va parler de ce qui s'est passé maintenant que les jugements ont été rendus de la chambre disciplinaire. Alors, je rappelle rapidement que il y a eu une plainte déposée contre vous par le Conseil national de l'ordre des médecins en fin 2020, début 2021. Je résume. En fait, on disait que vous avez violé le code de santé publique, que vous avez dénigré les politiques de santé publique, etc., etc. Donc voilà, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui avait porté plainte contre vous. Et vendredi, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins l'Île-de-France a rendu son verdict et elle a admis, elle a officialisé le fait que Christian Perronne a remporté l'ensemble de ses procédures devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins d'Île-de-France. Il est infectiologue mondialement connu, et ils ont dit, l'ordre des médecins, eh bien, Christian Perronne, comme infectiologue mondialement reconnu, et on a, Ala Oukili a cité ce qu'il a fait, et encore c'est une partie, ils ont reconnu l'obligation, qu'il avait l'obligation, et qu'il pouvait avoir l'obligation de s'exprimer dans un domaine qui relève de sa compétence. Ah oui, c'est devenu intéressant, parce que en général, aujourd'hui, on laisse s'exprimer plutôt les gens qui, dans des domaines qui ne relèvent pas de leur compétence. Et je ne parle pas seulement que de la santé, et vous le savez mieux que moi, auditeur de Sud Radio, hein. La compétence, c'est peut-être pas la vertu que l'on demande quand on laisse s'exprimer les gens. Donc, de projets, voilà, et qu'est-ce qu'ils ont dit, la chambre disciplinaire? Ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de discours anti-vax chez Christian Perronne, et surtout, ils ont dit cette phrase qui est fondamentale, eh bien, il doit y avoir une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. Voilà. Il n'y a pas eu de propos désobligeants, diffamatoires, parce qu'on l'avait aussi attaqué en diffamation ou injurieux, alors que lui aussi a été attaqué. Il a le droit, Christian Perronne, comme tout infectiologue, épidémiologue, scientifique et autres, de faire état publiquement de ses désaccords ou de ses interrogations. Alors, Christian Perronne, aujourd'hui, au fond, quelle est la morale de l'histoire? Moi, évidemment, je suis très heureux, mais bon, je ne m'attendais pas à un jugement aussi favorable, mais ce qu'il faut voir, c'est que les représentants dans les différents conseils de l'ordre, parce qu'il y a les conseils départementaux, régionaux, nationaux, c'est quand même des représentants des médecins de France, puisqu'ils sont élus par leur pairs. Bien sûr. Et moi, quand je vois l'énorme soutien que j'ai de toute la France, de tous les médecins généralistes, spécialistes, alors ils n'osent pas l'ouvrir parce qu'ils ont peur, s'ils se manifestent publiquement, ils risquent des sanctions, des attaques, et ils ont la trouille. Mais je me disais, c'est pas possible. Il y a la majorité de la communauté médicale française qui me soutient. Et là, j'étais ravi de voir que le Conseil de l'ordre, c'était vraiment le reflet de la communauté médicale française. Et parce qu'ils ont vraiment pris des arguments objectifs. Il n'y avait pas de blabla. C'était uniquement sur les données factuelles qui m'ont rendu quelque part mon honneur, mais je suis très heureux parce que j'avais l'impression d'avoir fait mon boulot correctement, d'avoir dévoué ma vie pour les malades, d'avoir servi mon pays pendant 15 ans, d'avoir conseillé le ministère avec qui je m'entendais très bien. Il y avait des fonctionnaires de très haut niveau et des médecins de santé publique de très haut niveau qui malheureusement étaient petit à petit éliminés du ministère de la Santé parce que maintenant la Direction générale de la Santé et tout ce qui était autour a malheureusement perdu beaucoup de moyens par rapport à ce que j'ai connu il y a une quinzaine d'années.
Et Mais alors justement, arrivons au fond, Christian Péronne, c'est très intéressant. Pourquoi et comment? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, parce qu'on vous a reproché d'être anti-vax, vous n'êtes pas anti-vax, vous avez dirigé, vous avez été, je rappelle simplement, président à l'agence de médicaments, de groupe de travail, sur élaborant des commissions. Vous avez été, voilà, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous avez présidé énormément d'organismes, et à l'OMS et ailleurs, sur la vaccination notamment. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a valu le fait? Parce que vous teniez, on revient à ça, parce que je crois que c'est vraiment le nœud de l'affaire. Vous teniez une voix discordante. C'est ça le fond de l'affaire. Mais je crois que ce qui a joué à ma faveur, c'est que depuis mars 2020, je n'ai jamais changé de discours. Et tout ce que j'ai dit était toujours appuyé sur des données. Des données scientifiques. Alors c'est vrai que les publications scientifiques n'étaient pas toujours de bonne qualité. On a vu qu'il y a eu des études frauduleuses, des études biaisées. Notamment dans The Lancet, il faut le rappeler. Oui, enfin bon. Les plus grands journaux médicaux. Il y avait aussi la constatation de ce qui se passe. Parce que quand on doit gérer une crise sanitaire, si on m'avait demandé de gérer, j'aurais regardé ce qui se passait à l'étranger. Alors on a vu déjà que l'épidémie ne frappait que les pays riches. Déjà, je faut se poser des questions. Et que les pays, par exemple, qui avaient utilisé les traitements qui avaient déjà montré leur efficacité en Chine au tout début, comme l'hydroxychloroquine, après l'ivermectine, après la vitamine D, etc. Ça, c'était uniquement de manière précoce. Il ne faut pas l'utiliser après. C'était tout le problème. Voilà, il fallait que ce soit utilisé de manière précoce. Ouais. Alors, vous vous souvenez, nos grands scientifiques ont dit non, mais ça, faut pas en tenir compte, même l'étude de Raoult, parce qu'il n'y a pas de tirage au sort contre un placebo. Alors, ces études par tirage au sort contre placebo, ça prend des mois, parce que en plus on veut faire ça au niveau international. Moi, j'ai participé à des études comme ça. C'est des semaines de négociations sur les termes pour tout ce qui est administratif derrière. Et c'était impossible d'avoir des résultats avant plusieurs mois. Donc, alors, ils ont dit tout ce qui est dit, publié, alors que l'OMS avait bien publié des documents il y a plusieurs années. Je voulais faire un article là-dessus, puis j'avais pas eu le temps, mais j'avais retrouvé des documents disant quand on est en situation de crise épidémique, c'est pas le moment de faire de la science, c'est le moment d'agir. Et s'il y a des médicaments qui existent, même s'ils n'ont pas encore été parfaitement validés, et qui sont pas dangereux, alors l'hydroxychloroquine, ça a été donné à des milliards d'individus pendant des décennies, avec une excellente tolérance, par exemple, il fallait y aller, puis évaluer en marchant. Si je peux dire ça, mon cher président, qui est toujours en marche, mais là, il n'a pas marché dans le bon sens, hein, si je puis dire. Alors, ils ont voulu faire cette étude randomisée Discovery, et ce qui était très amusant, non, c'est pas amusant, parce que malheureusement, ça a été un drame pour les patients, c'est que quand Olivier Véran a pris prétexte de l'étude frauduleuse du Lancet qui disait que l'hydroxychloroquine ne marchait pas, était toxique, il a arrêté tout de suite les inclusions dans les essais nationaux Discovery, Covid à Angers. Or, ça avait fuité sur Internet. Les diapositives d'analyse intermédiaire de l'étude à ce moment-là montraient que le seul groupe de patients qui avait bien marché, qui était moins mort que les autres, c'était le groupe hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine azithromycine. Mais ça, tout ça a été camouflé. J'en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai jamais été contredit parce que c'était des faits. Et alors, justement, aujourd'hui, on peut en parler. Pourquoi ça a été camouflé? Vraiment pour des raisons, à votre avis, de marché? Il fallait introduire le marché, etc. Les vaccins sur le marché, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu que... Vous avez parlé du conseil scientifique dans votre conférence de presse à Strasbourg il y a quelques jours, Christian Péronne. Et vous avez dit, au fond, que Delfrécy, à la fin, enfin, en quittant le conseil scientifique, puisque celui-là a été dissous, maintenant, il disait, oui, ce que vous dites, quoi, pratiquement. Ah ben oui, mais moi je connais bien Jean-François Delfrécy, je l'ai connu quand il était interne en 1978, donc j'ai travaillé avec lui de temps en temps sur le sida ou d'autres domaines, donc je le connais très bien. C'est un garçon intelligent, mais j'avais déjà vu depuis un peu plus d'un an qu'il commençait à vaciller, parce que de temps en temps, oui, mais c'est pas vraiment un vaccin, mais il n'osait pas aller trop loin. Et là, en partant, il n'avait plus rien à perdre. Il a dit, finalement, quand on regarde tout ce qu'on a décidé, le bilan était nul. On n'a pas choisi les bons vaccins, parce qu'il n'y avait aucun effet pour prévenir la transmission et pour protéger les malades des formes graves. On aurait dû laisser le virus circuler librement pour
développer l'immunité naturelle. Il l'a dit comme ça? Oui, il l'a dit comme ça. Ouais. Et puis après, il a dit on n'aurait jamais dû porter atteinte aux libertés de la population et demander l'avis des citoyens. Il a dit tout ça en partant. Et j'ai dit là, bravo Jean-François, mais c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage qu'il le dise en partant. Ouais. Parce qu'il m'a vraiment effondré, c'est qu'il reconnaît tout ça. 15 jours après, Macron met en place un nouveau comité qui s'appelle COVARS, qui va bientôt aller sur Mars ou je sais pas où. Alors, ce comité présidé, je la connais très bien, c'est le professeur Brigitte Autran, j'étais ami avec elle, on avait fait des actions ensemble en faveur de la vaccination. Et Brigitte Autran déclare, 15 jours après le départ de Jean-François Delfraissy, ce vaccin il est parfait, le problème c'est que les Français ne sont pas assez vaccinés, puis elle pousse en avant pour la vaccination des enfants. En plus, Brigitte Autran était très proche de Jean-François Delfraissy, ils se connaissaient très bien. Et là je dis, il y a un problème. Comment deux personnalités pareilles peuvent dire tout et son contraire à 15 jours d'intervalle? Alors on va en parler juste après cette petite pause. Professeur Christian Perron, vous allez entendre un témoignage tout à fait étonnant. Oui, on poursuit ce débat sur la confrontation entre le temps long de la recherche et le temps court de la prise de décision politique avec Christian Perron. Et on vous attend au 0826 300 300 en deuxième partie d'émission. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, et je ne suis pas le seul, effectivement, nous recevons aujourd'hui le professeur Christian Perron, qui vient de sortir un livre évidemment que je vous recommande. Il est le 2 novembre en librairie. 33 questions après ces 2 livres précédents qui ont été des best-sellers, 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Voilà, 33 questions que vous posez, qu'ils se posent, on n'a toujours pas répondu. Et pourquoi? Eh bien, on va en parler. Et je rappelle simplement ce que la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins a conclu. Je rappelle parce que c'est important, vu, si vous voulez, la bronca, et il faut le dire, un certain lynchage médiatico-politique qu'a connu Christian Perron. Nous, on n'est pas, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas d'accord ou pas d'accord avec Christian Perron. J'estime encore une fois, comme beaucoup d'autres, que des voix, surtout quand elles ont eu le parcours qu'elles ont eu, ont non seulement le droit, mais le devoir de s'exprimer. Et c'est ce que dit la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Voilà ce qu'ils disent. Le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique. Je rappelle que c'est le texte de l'Ordre des médecins, de la Chambre disciplinaire. S'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était légitime à le faire, et elle avait même l'obligation dans ce domaine qui relevait de sa compétence, il s'est borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. Eh bien, je vais vous dire, les voix discordantes, on en a besoin aujourd'hui et dans beaucoup de domaines. Et j'ajoute, vous savez, sur les critiques exprimées par Christian Perron à l'encontre de Mme Agnès Buzyn et de M. Olivier Véran. La Chambre disciplinaire dit ceci. Cela concernait ces personnes uniquement en tant qu'autorité sanitaire détenant un poste politique. Ainsi, alors que même que ces autorités avaient également la qualité de médecin, le docteur Perron ne saurait être regardé comme ayant méconnu par les critiques dirigées à leur encontre les dispositions précitées du Code de la santé publique. On l'avait effectivement accusé d'attaquer le Code de la santé publique. Alors, Christian Perron, maintenant on va faire le bilan. Le bilan, vous le faites comment? Alors, moi, je suis très optimiste. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous balade avec des décisions qui vont pas du tout dans le bon sens. Mais ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau scandale qui sorte. Vous savez, quand Pfizer avait des documents confidentiels pour les agences de régulation du médicament aux États-Unis, en Europe, en France, les données étaient secrètes pour, je ne sais plus la date exacte, mais enfin, genre 50 ans ou 70 ans. Plus de 70 ans. Ouais. Il y a un juge aux États-Unis qui a obtenu la libération de ces documents et on découvre des choses hallucinantes. Et c'est là, d'ailleurs, même
une des directrices de Pfizer l'a avoué devant le Parlement européen qu'ils n'avaient aucune donnée que leur vaccin protégeait contre la transmission. Alors que si vous regardez l'année dernière, j'aimerais bien faire un bêtisier de tout ça parce qu'il y a des ministres, des journalistes, des experts de plateau qui ont déclaré l'année dernière, maintenant c'est prouvé que ce soi-disant vaccin miracle protège à 95% de la transmission. C'est pour ça qu'il faut vacciner les enfants pour pas contaminer les personnes âgées, etc. Donc tout ça c'était un mensonge, tout ça s'est révélé. J'ai vu l'autre jour dans les documents révélés où le laboratoire avait dit on a des données pour montrer qu'on peut vacciner les femmes enceintes. Je crois qu'ils avaient, je sais plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 28, c'est moins de 30 femmes enceintes dans l'étude. Ouais. Et ben sur les 28 femmes enceintes vaccinées, 27 ont fait une fausse couche. Il y avait une seule qui a donné vie à un enfant en bonne santé. Ah oui, reconnu, ça, prouvé. Ben c'est dans le document Pfizer, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui a été révélé au grand jour. Donc, et vous vous souvenez, l'année dernière, Olivier Véran qui avait dit d'abord on vaccinera jamais les femmes enceintes. Après, quelques mois après, lui-même injectait une de ses collègues qui était enceinte. Oui. Donc, on se rend compte, parce que moi, ce qui me choque là-dedans, c'est pas que j'étais particulièrement contre ces nouveaux vaccins avec des techniques totalement nouvelles, mais même un vaccin classique sur un nouveau virus, c'est 10 ans de recherche clinique, de recul sur l'efficacité, la tolérance. C'est 10 ans. Et là, en quelques mois, pouf, c'est sorti du chapeau. C'était prouvé que tout marchait bien, que c'était parfaitement toléré. Et maintenant, les signaux d'effets secondaires graves dans le monde sont dramatiques. Alors justement, de ce point de vue-là, vous parliez de la vaccination des enfants. Écoutez ce que disait le 5 juillet dernier, donc il y a quelques mois, Cyril Cohen. Cyril Cohen est directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Il disait ça sur LCI. Je rappelle que Cyril Cohen, moi je l'avais eu en débat, je me rappelle quelques temps avant, c'est qu'Israël a été très avancé dans la vaccination, énorme. Enfin, ils ont vacciné la quasi-totalité de la population. Et Cyril Cohen, qui disait, oui, ça marche très bien, diverses reprises. Voici ce qu'il disait le 5 juillet 2022 concernant la vaccination des enfants. Écoutez. Oui, bonjour Thomas. Donc, en fait, cette vaccination va être offerte aux parents qui le désirent. On sait déjà que lorsqu'on regarde les chiffres de la vaccination des 5-11 ans, ça n'avait pas eu trop gros succès au niveau de la population, vu que on va dire un peu moins de 20% des parents ont vacciné leurs enfants dans cette tranche d'âge. Donc là, on s'attend même moins, je vous le dis sincèrement. Et de la même manière, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt pour des enfants en bonne santé aujourd'hui de les vacciner en delà de l'âge de 5 ans avec un vaccin qui est basé sur une protéine qui est la protéine de la souche originelle. Surtout lorsque l'on sait que le bénéfice aujourd'hui à l'ère de l'Omicron, des BA4, des BA5, des BA275, je dirais l'avantage ou du moins le bénéfice du vaccin essentiellement au niveau de la prévention des maladies graves. Lorsque les enfants font très rarement des maladies graves, donc si on prend tous ces facteurs ensemble, je ne pense pas que c'est une chose, à mon avis, personnellement, si j'avais un enfant dans cette tranche d'âge, je ne courrais pas le faire vacciner aujourd'hui. Voilà, si j'avais un enfant dans cette tranche d'âge, je ne courrais pas le faire vacciner. Je rappelle que la CDC, le Center of Disease Control, l'autorité de santé américaine et l'autorité européenne de santé ont en revanche accepté et donné le feu vert à la vaccination des 6 mois à 4 ans. Christian Perron. C'est très choquant. Alors quand on parle de tous ces nouveaux variants, BA machin, BA truc, parce qu'il en sort toutes les semaines, ils ont beaucoup moins tué que les B52. Je rappelle que même les seuls cas exceptionnels de décès de Covid, c'était lors de la première vague où le virus sortait du laboratoire, était encore un peu... Du décès d'enfants, vous parlez. Oui, d'enfants. Le virus était encore un peu virulent. Après, tous les variants étaient de moins en moins méchants, de moins en moins virulents. Je me souviens, après quelques mois de la première vague, il y avait eu, je crois, de l'ordre de 5 enfants qui étaient décédés avec des facteurs de risque génétiques très particuliers. Et depuis, il y a quasiment eu 0 mort d'enfants. Donc les enfants ne meurent pas. Il faut rassurer les parents, parce qu'on leur fait croire que leurs enfants sont à risque d'une maladie qui ne les touche pratiquement pas.
quelques enfants font un petit peu de rhume, un peu de bronchite, et puis ça passe. Et l'immense majorité s'immunise naturellement sans faire la maladie. Et ce sont absolument pas les enfants qui transmettent. Donc quand on a culpabilisé les enfants, y compris qu'on essaie de leur laver le cerveau dans les écoles en disant si vous vaccinez pas, vous allez tuer votre grand-mère, ça c'est absolument honteux. Donc je suis entièrement d'accord avec Cyril Cohen. Il n'y a aucune justification pour vacciner les enfants, surtout qu'on a très peu de données dans les études, et que des agences de régulation disent maintenant ça y est, l'agence des médicaments européenne vient de dire il y a quelques jours on peut vacciner à partir de l'âge de 6 mois. Oui, exact. Mais ça c'est terrible. Il faut surtout refuser cette injection qui est toujours à la phase expérimentale, je rappelle. Et donc d'ailleurs l'obligation est totalement illégale selon tous les codes internationaux. L'obligation est illégale. Et bien sûr, parce que on peut pas obliger, ça c'est dans les traités internationaux, dans le code de Nuremberg, on n'a pas le droit d'obliger l'administration d'un produit expérimental. Or, on est toujours en phase 3 de la pharmacologie, c'est-à-dire que on est encore dans une phase d'évaluation sur la population. Donc on prend actuellement la population un peu générale pour des cobayes, pour voir si... Ouais. Et c'est totalement interdit. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait cette promotion, je l'ai déjà dit publiquement dans des médias, ils devront rendre compte devant des tribunaux pénaux internationaux, parce que c'est totalement illégal. Ouais, intéressant à suivre. Malgré le fait que le Conseil d'État, ou je ne sais plus, le Conseil constitutionnel, ait dit oh non, c'est tout à fait légal, mais maintenant je commence à avoir l'habitude que le Conseil constitutionnel valide des tas de lois illégales. Oui, c'est un peu... En tout cas, ça pose problème. Enfin, ça, c'est encore une autre question. On reprend tout de suite avec le professeur Perron, après une petite pause, et puis les auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Oui, on revient tout de suite pour vous donner la parole, et également pour vous faire gagner votre monstre Ice Solar Power sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est l'occasion de vous abonner d'ailleurs dès aujourd'hui. C'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sud Radio, vous vous abonnez, vous ferez partie de la grande famille. Et merci de nous écouter. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, les carottes sont cuites pour quelques-uns, les pâtes ne sont pas assez al dente pour les autres. C'est la vie. Mais là, nous sommes avec Christian Perron, son livre qui va sortir dans quelques jours. Ne le manquez pas. Les 33 questions auxquelles ils n'ont pas, on sait qui sont les ils, n'ont pas encore répondu. Alors, Christian Perron, aujourd'hui, on est ça continue, on parle de variants, on parle de 8e vague, mais en même temps, on sent que le narratif s'est quand même effrité, pour ne pas dire effondré. Il y a autre chose, et encore une fois, ça ne remet pas en cause les vaccins, et vous êtes totalement premier à dire, il ne s'agit pas d'être contre les vaccins, mais il s'agit de se poser des questions, et justement, sur le temps d'expérimentation et tout ça. Aujourd'hui, au fond, tirons la leçon, c'est pas que c'est derrière nous, mais tirons la leçon, comment on pourrait gérer autrement, agir autrement. Le médecin que vous êtes, le vaccinologue que vous êtes, que dit-il là-dessus? Alors moi, je n'ai pas le droit au chapitre au niveau du gouvernement, mais sur le fond, je suis très optimiste, parce que on a vécu des périodes terribles, on nous a manipulés, on a raconté des mensonges. Maintenant, toute la vérité éclate de partout. Des publications qui sortent, des témoignages de gouverneurs, de juges aux États-Unis, les données réelles sur l'absence d'efficacité de la vaccination, sur les effets secondaires très graves qui sont... C'est quand même des dizaines de milliers de morts en Amérique du Nord, en Europe, des jeunes sportifs qui s'effondrent sur les stades. Donc, tout ça, je pense, va éclairer un petit peu, j'espère, le cerveau qui a été un petit peu lavé de beaucoup de nos citoyens. Oui, mais alors des gens peut-être qui n'ont pas été lavés, mais pas vous poser la question, Christian Perron, et beaucoup se la posent. Il dit, bon, très bien, il y a des effets secondaires, tout le monde l'admet, admission, transmission, tout le monde l'admet. Mais enfin, il y a eu quelques milliards de personnes qui ont été vaccinées, et on ne peut pas dire qu'il y a une hécatombe, qu'il y a les cercueils partout dans le monde. Parce que c'est pour ça que c'est important, parce que beaucoup de gens disent, oui, d'accord, vous donnez des exemples, d'accord, enfin, des milliards quand même ont été, donc c'est pas... Il y a eu des effets secondaires très graves, des paralysies et tout ça, la stérilité, l'augmentation impressionnante des cancers actuellement après la vaccination, mais fort heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont supporté le vaccin sans problème, et c'est réel. C'est un pourcentage malheureusement qui a été victime de tout ça. Mais ce qui est important,
moi, si j'étais à la tête du management de cette épidémie au niveau du gouvernement, on regarde les pays. Regardez le Vietnam. Le Vietnam, c'est des dizaines de millions d'habitants. Pendant plus d'un an, alors qu'il y avait la première vague avec le virus très virulent, ils n'ont pas bougé. Ils ont traité par l'hydroxychloroquine. Ils n'ont pas vacciné. La médecine traditionnelle, parce que le Vietnam a beaucoup utilisé la chloroquine pendant la guerre du Vietnam et c'est un produit qui est très connu et utilisé là-bas. Ils avaient, je crois, après plus d'un an d'épidémie, ils avaient quelques dizaines de morts pour des dizaines de millions d'habitants. C'était un des pays qui avait le mieux marché. Puis un jour, j'avais encore ma page Facebook qui a été fermée il y a l'année dernière, parce qu'elle avait été fermée, je tiens à le souligner, c'était pour appel à la haine et à la violence, comme si j'avais une tête à appeler à la haine et à la violence. Je reviens à mes Vietnamiens. Ouais. Un jour, un Vietnamien m'envoie un message sur Facebook en me disant « Oh là là, je suis inquiet parce que notre ministre revient de Davos, du Forum économique mondial, il veut imposer la vaccination à tous les Vietnamiens. » Effectivement, un Vietnamien m'avait envoyé des vidéos, on voyait l'armée qui rassemblait les gens dans les villages pour les vacciner de force. Ouais. Heureusement, ça n'a pas dû... Mais quand ils ont démarré ça, c'était en juillet 2021, d'un seul coup, alors qu'il n'y avait rien au Vietnam, il y a eu une immense épidémie, des morts. Heureusement, le gouvernement vietnamien a arrêté les frais. Il y a eu la même chose en Inde. En Inde, depuis un an, ça se passait bien. Le gouvernement indien a distribué de l'hydroxychloroquine, de la vitamine D dans des petits sachets pour quelques roupies. Et puis, il y a 3 États qui étaient sous influence de Big Pharma, dans l'État de Mumbai, c'est-à-dire Bombay, où ils ont fait interdire l'ivermectine. Ils ont fait la promotion, ils ont obligé les gens à se vacciner. Même Emmanuel Macron, qui avait un stock, qui avait commandé des millions, des centaines de millions de doses de remdesivir, c'est pas quoi en faire parce que ça marchait pas, c'était toxique. Il les a généreusement donnés aux Indiens et on a vu d'un seul coup, c'est pareil à l'été 2021, dans les 3 États uniquement qu'on vacciné, un énorme pic de cas et des morts. Et heureusement, le gouvernement fédéral indien était très intelligent, il a dit bon stop, on arrête les frais. Et maintenant, ils donnent de l'ivermectine. Et on a vu ça dans divers pays. Bien sûr. Et quand on regarde les statistiques, maintenant en Inde, il y a encore quelques cas, mais il y a quasiment 0 mort en Inde. C'est quasiment 1,4 milliard d'individus. Ouais. Et ça, c'est la meilleure preuve. Parce que quand on nous raconte des tarabistouilles en comparant les pays, si on compare que les pays riches, effectivement, il y a des morts partout. Mais ça m'avait frappé dès le début de l'épidémie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est que il y avait très peu de morts en Afrique et j'avais été choqué parce qu'il y avait autant de morts en France que dans tout le continent africain. Oui. Alors, le continent africain est quand même beaucoup plus peuplé que la France. Oui, et puis la moitié des morts en Afrique, c'était l'Afrique du Sud, qui est l'État africain qui était le plus dépendant de Big Pharma. Donc ça sautait déjà aux yeux, déjà à cette époque. Donc vous êtes plutôt optimiste? Je suis optimiste parce que l'épidémie maintenant, tous ces variants, j'ai encore lu l'autre jour, attention, le dernier variant BA, machin truc, va décimer la planète. On nous fait le coup depuis 2 ans. On voit que ça... Il y a eu la variole du singe, rappelez-vous. Ah oui, c'était un autre virus. Ça m'a bien fait rigoler cette histoire de variole du singe, mais... on voit bien que maintenant, ces virus donnent des rhumes, des bronchites. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore quelques cas mortels, mais la grippe, même quand la grippe est banale, elle donne des morts, elle peut générer chez des gens très fragiles. Mais si on avait autorisé et encouragé tous les médecins à traiter dès le début par les traitements qui marchent, la plupart des morts auraient pu être évitées. C'est ça qui est important. Oui, c'est même grave. Enfin, si ce que vous dites est vrai, voilà, c'est quand même, il y a eu peut-être, pour le moins, négligence, sinon autre chose. On va en parler avec nos auditeurs, Alain. Oui, et ils sont nombreux aujourd'hui, André. On accueille pour commencer Alain de Corse. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour à vous, bonjour à André, un grand merci pour nous permettre de nous exprimer. Un immense merci au professeur Perron pour tout ce qu'il fait et a fait depuis 2 ans pour défendre la vérité et la santé des citoyens. Voilà, si vous permettez, j'aimerais ne pas partager, pour commencer, l'avis du professeur concernant son optimisme au vu de, par exemple, ce qu'a déclaré et qui a été relayé massivement par la presse Amélie Verdier de l'ARS d'Île-de-France, quand elle s'en est référée au besoin de soutenir les pédiatres dans la situation actuelle de crise bronchiolite, on va l'appeler comme ça, et elle a recommandé la vaccination anti-Covid des enfants. C'est une recommandation, une injonction même aussi de Bruxelles, de la Commission européenne. Je tiens en particulier à demander au professeur s'il connaît l'avis relatif
à la vaccination des enfants qui a été émis par la Société française de pédiatrie le 5 février 2020. Document 2020. qui est toujours disponible sur Internet et dans lequel on peut lire ce que je vais vous lire là. Allez-y, rapidement. Un très petit rapidement. nombre d'enfants Oui. à très haut risque de Covid-19 sévère pourraient être vaccinés selon le même schéma que les adultes, dès que possible, malgré l'absence d'autorisation de mise sur le marché. Je voudrais mettre ça en parallèle avec le fait que Pfizer, donc ce sont ces vaccins-là que recommandait Mme Christelle Gras-Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie, alors que Pfizer n'avait pas encore commencé ses essais cliniques. Ils n'ont commencé que le 24 mars suivant, 1 mois et demi plus tard. Comment une pédiatre peut-elle recommander sur des enfants extrêmement fragiles la vaccination avec des doses adultes, selon un schéma pour adultes, alors que les produits en question pédiatriques, eux, par contre. Merci Alain. Merci Alain. Je crois que vous posez une question. Alors, Donc, Christian Perron. si c'est vraiment une directrice d'ARS qui a recommandé ça, c'est affligeant. Il faudrait qu'elle se renseigne un peu. Tout d'abord, quand il y a les épidémies de bronchiolite, c'est une maladie d'un autre virus qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Qui effectivement peut donner des formes très sévères et quelques décès chaque année chez les nourrissons. Mais ça, cette épidémie, on l'a tous les ans depuis des décennies. C'est comme ça, c'est la bronchiolite du nourrisson. Ça n'a strictement rien à voir avec le Covid-19. Donc, il n'y a pas de vaccin. Donc, qu'on dise qu'il faut vacciner les nourrissons contre le Covid pour protéger de la bronchiolite, c'est un non-sens, c'est de l'arnaque scientifique, c'est honteux de dire ça. Et j'espère que cette personne qui prend ce type de décision rendra des comptes devant la justice pour dire des âneries scientifiques qui vont mettre en danger les enfants. Et alors, quand on dit que c'est la Commission européenne qui recommande ça, ça me fait doucement rigoler. Regardez qui est la présidente de la Commission européenne. C'est la fameuse Ursula von der Leyen, dont le mari possède la boîte qui a développé la technologie ARN messager qu'on a dans ces pseudo-vaccins. Donc tout ça, c'est une grande manipulation parce qu'ils voudraient inoculer tous nos enfants. Moi, je suis très inquiet quand on voit les alertes sur la stérilité chez les jeunes femmes, y compris les jeunes hommes aussi. Donc, alors que les enfants n'ont zéro risque de mourir, font des formes bénignes, ne transmettent pas, ça n'a aucun sens. Et oser amalgamer ça avec la bronchiolite du nourrisson, qui est un problème de santé publique majeur qu'on a tous les ans. Et s'il y a beaucoup de problèmes avec la bronchiolite, c'est dû à quoi? C'est pas dû au Covid, c'est dû au fait que nos gouvernants, depuis des années, ont fermé des lits de pédiatrie, ont fermé des lits de réanimation, que les urgences sont dans un état catastrophique, et que la bronchiolite, ça arrive de façon soudaine pendant quelques semaines chaque année, et qu'à chaque fois qu'il y a la bronchiolite, ça sature les urgences pédiatriques, ça sature les hôpitaux, et c'est un scandale parce qu'on n'a pas la capacité d'accueil de toutes les broncholites chaque année dont certains nourrissons nécessitent la réanimation. Donc arrêtez, Madame la directrice de l'ARS, de dire n'importe quoi et d'amalgamer ça avec le Covid, ça n'a rien à voir et c'est franchement honteux d'oser faire ce type de comparaison. Merci Alain de votre question, ça a déclenché et nous attendons d'autres auditeurs. Il nous ont énormément d'auditeurs qui appellent en ce moment sur le standard de Sud Radio 0800 26 300 300 et on va continuer à en recevoir quelques-uns. Malheureusement, on peut pas tous les avoir à l'antenne. Oui, on les reçoit dans quelques instants après une petite pause de pub. L'occasion aussi de rappeler, pour aller dans votre sens, professeur, que une lettre choc a été publiée il y a quelques jours par 4000 soignants en pédiatrie pour alerter sur les enfants qui sont quotidiennement mis en danger dans les services. Et on vous attend 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on accueille tout de suite Jean-Luc de Caen. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour André, bonjour Christian. Je voulais appeler pour deux choses. La première, c'est vraiment rendre hommage à Christian Perron, qui est resté droit pendant toute cette période. Et il m'a été une grande source d'inspiration parce que c'est vraiment très très dur quand on est tout seul dans cette condition-là. La deuxième, pour être bien plus pragmatique, avec tous les effets secondaires qui sont maintenant indiscutables, avec tous ces effets secondaires à venir, il va falloir qu'on sache précisément
à mon humble avis, qui a reçu du produit et qui n'en a pas reçu, parce que là, il est aussi indéniable que notre système de santé est détruit sciemment. Et dans les années à venir, il va falloir prendre en charge tous ces gens-là, à des degrés divers, légers ou très durs. Et il va falloir remettre en place un système de santé indépendamment de ce qui est fait à l'heure actuelle. Et pour ça, je crois que la seule chose à faire, c'est de mettre au point un test qui dise aux gens, vous avez reçu du produit ou vous avez reçu du placebo. Et à partir de là, on saura qui. Qu'il faudra peut-être surveiller et puis prendre en charge de façon... Merci Jean-Luc. Oui, non mais c'est très clair ce que vous avez dit. Alors, est-ce que le problème se pose ainsi? Et juste une question subsidiaire à Christian Perron. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on sait, parce qu'on l'a posé, au fond, est-ce qu'on connaît la composition de l'ARN messager, enfin du vaccin? Non, alors, Pfizer, on ne connaît pas officiellement la composition du vaccin, mais même l'Agence du médicament européenne elle-même avait reconnu qu'elle ne connaissait pas la totalité de la composition. Donc on ne connaît pas la totalité de la composition. Ouais. C'est comme maintenant, vous savez que c'était dans la loi européenne, quand vous vendez un pesticide, un herbicide, même au supermarché, la loi exige que le fabricant ne marque qu'un seul produit sur l'étiquette. Il n'est pas obligé de marquer tout. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'avais vu un herbicide, tiens, acide acétique, c'est le vinaigre. J'ai dit, tiens, ben, c'est bien, c'est écolo, c'est bio. Pourtant, c'était sous l'étiquette d'un laboratoire chimique allemand. J'avais appelé un copain qui me dit mais non mais il y a de l'acide acétique. Ils ne sont tenus qu'à mettre qu'un produit. Il y a de l'acide acétique, mais à côté il y a des produits genre Roundup ou tout ça qui sont pas marqués sur l'étiquette. Donc c'est pareil pour ce vaccin. Alors après je veux pas rentrer dans la polémique parce que j'ai pas de preuves scientifiques formelles, mais il y a quand même de plus en plus de laboratoires dans le monde qui disent qu'on trouve des choses bizarres dans ce vaccin. Je vais pas les détailler là pour pas faire de polémique. Alors la question de Jean-Luc, qui a reçu? Est-ce qu'il faudra Moi, je pense qu'il faut pas aller là-dedans sur le flicage des gens, parce que il y a peut-être des gens qui se sont fait faussement vacciner. Après ça va être terrible. Et simplement, il faut rassurer quand même la population que même s'il y a des effets secondaires graves chez certains, ça va pas être chez tout le monde. Il faut le rappeler. Il y a une variété génétique dans la population. Il y a des gens qui se défendent naturellement, même si on a injecté des substances pas très bonnes, probablement beaucoup de gens vont les éliminer progressivement. Donc, faut pas non plus avoir un tableau dramatique de apocalyptique, tout à fait. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont très bien supporté le vaccin. D'autres sont morts le jour même ou quelques jours après, c'est vrai. Mais c'est pas non plus c'est pas la majorité, en tout cas. C'est une minorité, tout à fait. Je le reconnais. Alors. Et tout de suite, c'est Julien de Bagnères de Bigorre. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Christian, et félicitations à Christian pour sa ténacité parce que ça nous fait beaucoup de bien. Moi j'avais une question très simple, c'est maintenant qu'on a le verdict de la Chambre de l'Ordre des médecins, est-ce que ce verdict peut être utilisé au niveau d'un procès pour convoquer tous ceux qui ont prôné l'inverse, tous ceux déjà qui ont manqué de respect à votre carrière, à vos compétences, et puis bien sûr tous ceux qui ont pris des décisions liberticides et compagnie, puisque maintenant je pense qu'on peut se lancer là-dedans, quoi. Alors, oui, en d'autres termes, est-ce que ça fait jurisprudence? Ça peut faire jurisprudence, c'est évidemment pas l'avis d'une chambre disciplinaire qui va changer tout dans la justice française, mais je pense que s'il y a de nouvelles attaques contre des médecins, des nouvelles attaques même au pénal, probablement que cet argument sera retenu parce que par exemple hier j'étais en visioconférence en direct avec le Québec, parce que les Québécois me surveillent de très près et admirent mon combat, parce que malheureusement au Québec il n'y a pas de médecin qui a eu le courage de l'ouvrir, si je puis dire. Et ce qui s'est passé là en France a un effet tremblement de terre au Québec, parce qu'en plus moi j'avais écrit un rapport pour dénoncer les décisions du gouvernement québécois qui va être jugé prochainement. Et des juges essayaient de dire, ben non, ce rapport n'a pas de valeur parce que Perron, c'est un complotiste de bas étage qui a été radié par l'ordre des médecins en France. Et là, du coup, ça redonne de la crédibilité à ce rapport. Donc, voilà. Ça va faire, oui, ça va faire. Donc, il se peut que ça influence C'est un précédent non négligeable, au moins. Merci beaucoup Julien. Et tout de suite, Gérard de Colombes. Bonjour Gérard, pardon. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Je suis très très content, là, c'est le meilleur médicament que je viens de prendre depuis plusieurs années. Voilà, simplement, est-ce que, à la suite de cela, on va pouvoir réintégrer tous les soignants qui ont été suspendus, et est-ce qu'on va pouvoir les payer ?
Bonne question. J'aimerais bien, il faudrait demander à notre cher Manu, mais il faut voir que déjà la Grande-Bretagne a réintégré tous ses soignants non vaccinés depuis plusieurs mois. Que si vous regardez au Canada, c'est en train de changer beaucoup. Il va bientôt y avoir plus que la France qui continue à refuser la réintégration de tous ces soignants honteusement suspendus. Quand on voit qu'il y a une pénurie dramatique de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants dans les hôpitaux, qu'on voit l'état de délabrement de nos urgences. Moi, j'ai vu un reportage récemment, je crois que c'était aux urgences d'Orléans, c'est pas une petite ville, où les gens n'attendaient pas 3 heures, ils attendaient 3-4 jours aux urgences sans manger, parce qu'il y avait plus de moyens, plus personne. Et le ministre... Et dans plusieurs villes de France. Et les nouveaux ministres qui osent dire, bah oui, s'il n'y a pas assez de personnel aux urgences, on a la solution, il suffit de fermer les urgences la nuit. Donc bravo, Monsieur Braun. C'est un très grand ministre qui restera dans l'histoire, je pense. Tout à fait, oui, je crois aussi. Et donc, on va offrir, à l'occasion du changement d'heure, Sud Radio et Icewatch vous offrent la montre du moment, cher Gérard, l'Ice Solar Power à énergie solaire. Et pour tous nos auditeurs, vous pouvez également gagner cette montre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est l'occasion de vous y abonner dès aujourd'hui. C'est très simple, vous allez sur YouTube, vous tapez sur Sud Radio, vous vous abonnez, vous ferez partie de la grande communauté de Sud Radio avec ses 700 000 membres. Donc, rejoignez-nous dès maintenant et merci de nous écouter. Et tout de suite, on reçoit Eric de Paris. Bonjour Eric. Bonjour André, voilà, j'ai une petite question, là j'entends Christian Perron, l'interview de François Perron, avec qui d'ailleurs j'ai acheté les livres et que je suis allé manifester pour pour lui il y a un mois. Oui. Alors ma question elle est simple, depuis maintenant plusieurs mois, nous ne voyons plus ces fameux médecins de plateau qui nous ont abreuvés pendant des mois. Alors, c'est une simple suggestion. Pourquoi ne pas, sur une chaîne de télévision, les inviter en présence de Christian Perron. Alors, voilà. Je pense que je peux répondre. Oui. S'ils viennent plus, je pense que c'est qu'ils ont la trouille. Hein. Oui, ça j'entends bien. Alors après, moi, vous savez, vous prêchez un convaincu. Déjà l'année dernière, c'était à l'automne l'année dernière, j'avais appelé Jean-François Delfrécy que je connaissais bien. En disant, écoute Jean-François, on n'est pas d'accord, mais moi j'aimerais bien, les Français aimeraient bien avoir un débat contradictoire. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il a refusé. Il m'a dit non, c'est pas la peine, maintenant tout va bien, c'est montré que le vaccin marche bien, la population est apaisée, il n'y a aucun souci. Je lui ai reproposé tout récemment, il y a quelques jours, parce qu'il y a un grand journal français qui voulait faire une interview commune entre moi et lui. Il a refusé aussi. Donc c'est pas moi qui refuse le débat. Et vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que vous savez, vous avez bien vu, il y a des tas de journalistes qui m'ont lynché, la chute du professeur Perron. Le naufrage du professeur Le naufrage, Perron. Il est tombé dans le caniveau, ce charlatan. Mais quand ils m'ont attaqué, ou même les fact-checkers, ces soi-disant fact-checkers qui sont payés pour dire des mensonges, si vous regardez, ils n'attaquent jamais sur le fond scientifique de ce que j'affirme. Il m'attaque toujours sur ma personne en disant Perron, où il était peut-être très bien à une époque, mais il a été radié par il y en a même qui osent dire que je suis radié par le Conseil de l'Ordre, donc j'ai pas été radié parce que j'ai été complètement blanchi. C'est vrai que j'avais perdu ma chefferie de service pour des raisons honteuses, mais il m'attaque sur ma personne. Perron, maintenant, c'est un charlatan qui est décrié par ses confrères, mais jamais j'ai vu un seul argument sur le fond, alors que si vous regardez mes 2 livres, maintenant le 3e livre qui vient de sortir, donc les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Déjà les 2 premiers livres, dès la sortie du premier livre, on avait dit Perron a diffamé, il va être attaqué en justice. J'ai jamais eu une seule attaque sur mes livres, parce que tout ce que je dis est sourcé. C'est pas moi qui attaque Olivier Véran, je le fais parler à telle date, il dit une chose. Je le fais reparler à une autre date, il dit l'inverse. C'est pas une attaque contre le ministre, c'est lui qui s'attaque lui-même. Donc moi je suis très à l'aise. Et je pense que dans ce 3e livre aussi, tout ce que je dis est sourcé. Donc moi j'ai demandé depuis très longtemps un débat contradictoire, mais bien entendu, comme ils ont la trouille, qui n'ont aucun beefsteak, si je peux dire, scientifique dans leur poche, ils filent comme des lapins. Eh oui, mais heureusement, vous ne filez pas comme des lapins, nous non plus, Christian Perron. Et voilà, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Vous voyez ici, la parole est libre et nous recevons tout le monde, à condition qu'il ait les compétences de ce dont il parle.
Merci beaucoup Christian Perron. Je rappelle que vous êtes médecin, professeur des universités, praticien hospitalier. Vous avez été chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Également, vous avez été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements et bien entendu ex-vice-président à l'Organisation mondiale de la santé du groupe ETAGE, groupe d'experts conseillant la politique vaccinale dans la région euro de l'OMS. On rappelle bien entendu votre livre paru aux éditions Albin Michel, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie. Nous, on revient demain, 12h30, 14h avec Bernard Monod pour le Face à Face qui publie l'Eurovision pour les peuples de l'Europe fédérale à l'Europe des patries. À demain.